Nouvelle-Calédonie, en termes de sécurité routière, nous sommes face à une évidence. Plus rien ne fonctionne. Malgré les milliards de francs CFP dépensés dans les nombreuses actions de prévention et les campagnes de communication, nous continuons de nous entretuer sur la route. Au gouvernement, plus personne ne semble se préoccuper concrètement de cet enjeu et le plan triennal de sécurité routière 2019-2021 n'a pas été suivi d'effet. La répression est insuffisante ou pas assez efficace. Malgré tous les efforts déployés, les Calédoniens ne modifient pas leur comportement et continuent de mêler alcool, cannabis et conduite. Face à ces constatations, que faire? Faut-il continuer de vivre dans la peur de croiser un chauffard saoul dès qu'on prend la route? Pour en parler, nous recevons Mireille Munkel, présidente de l'association Prévention routière, et Jean-Noël Pesant, trésorier de la même association. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de nous avoir invités. Alors pour commencer, une petite question pour vous. Je me demande qu'est-ce que vous faites en tant que présidente de l'association? Alors en tant que présidente de l'association, nous essayons de dynamiser les actions de l'association qui sont prioritairement tournées vers la prévention et l'éducation routière, donc vis-à-vis de la jeunesse, mais également depuis l'année dernière, vis-à-vis également des personnes au travail, en allant dans les entreprises et en menant des actions de sensibilisation. Donc je crois que beaucoup de Calédoniens se souviennent d'être passés par la piste du réciving. Eh bien, cette piste du réciving appartient à l'association Prévention routière Nouvelle-Calédonie et est gérée par l'association Prévention routière Nouvelle-Calédonie. Une question à tous les deux. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer dans ce secteur d'activité? Pour ma part, il est évident qu'il est important de s'impliquer dans la prévention routière, d'autant plus quand on voit, comme on le constate actuellement, une banalisation complète des morts sur la route. Je dis banalisation parce que depuis des années, on est aux alentours de 50 morts et effectivement, comme vous l'avez précisé au début de votre intervention, ça fait plus vibrer grand monde. C'est un peu comme si c'était une fatalité. Et donc, pour ma part, il était important effectivement de réagir, sachant aussi que jusqu'à présent, la prévention routière a eu des actions principalement sur le receiving et qu'il était important de pouvoir augmenter ces actions sur tout le territoire et pour tous les publics. Ça a été tout à fait notre objectif dès le départ quand on a démarré notre travail ensemble et notamment avec Damien aussi qui est notre, je dirais, coordonnateur dans les actions. Alors, personnellement, je suis une professionnelle dans le domaine de la conception routière. Je suis ingénieure dans le domaine, donc finalement, ça fait des années que je travaille sur l'amélioration de la sécurité du réseau routier, notamment provincial, de la province sud. Et depuis des années, donc, je suis amenée à étudier des procès-verbaux d'accidents, des analyses d'accidents, à faire réaliser des études sur l'accidentologie. Et maintenant que je ne suis plus en responsabilité dans ce domaine d'activité, je me suis dit qu'il était temps de m'impliquer pour faire baisser cette hécatombe, parce que ce sont des vies perdues, ce sont des années potentielles de vie qui sont perdues parce que c'est la jeunesse qui est fauchée. Et ça, c'est quelque chose que je considère véritablement comme insupportable. D'accord, je comprends. Au niveau du financement de votre action, qui vous finance? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous rencontrez des difficultés depuis quelques années ou pas? Alors au niveau financement, nous sommes une association, donc beaucoup de personnes pensent que association veut dire subvention systématiquement. Alors effectivement, on a besoin de subventions pour fonctionner et par rapport à des missions qu'on nous donne. Au niveau financement, quand on est arrivé, on avait quelques argent dans la caisse, mais pas suffisamment pour pouvoir fonctionner correctement. Et on a eu la chance et l'opportunité de mener une action dans un lycée professionnel à Touro qui nous a permis
valoriser cette action auprès du membre du gouvernement à l'époque, et qui est toujours le même, qui est Gilbert Thuyenot, pour lui expliquer ce qu'on faisait pour les jeunes et ce qu'on avait fait au niveau du lycée professionnel. Cette action a été intéressée, il y a eu un grand intérêt de cette action par Gilbert Thuyenot, qui nous a demandé de préparer un projet pour pouvoir continuer cette action sur le territoire. Et ce que l'on a fait, ce qui nous a permis, effectivement, c'était en 2020, nous a permis d'avoir des subventions suffisantes pour fonctionner. Il y a juste une chose, c'est que donc ça c'est l'action subvention, et il y a eu aussi autre chose. On a réfléchi ensemble au début à essayer de proposer nos prestations, comme disait Mireille, à des entreprises, voire à d'autres publics. Et pour ma part, comme étant ancien conseil en entreprise, donc libéral, j'ai proposé aussi à l'association qu'on fasse payer ces prestations par justement les demandeurs, ce qu'on a mis en place. Et donc du coup, on a maintenant une possibilité aussi de financer notre association au travers de ces démarches-là, auprès du public et auprès des entreprises. Oui, il faut comprendre qu'en termes de financement, il nous est impossible de demander une participation financière aux parents des jeunes que nous sensibilisons en milieu scolaire. Et donc, les subventions nous servent à réaliser nos actions en milieu scolaire. Et le problème, c'est qu'en 2020, donc, nous avons été notre proposition de projet a été acceptée, donc nous avons eu une subvention conséquente, mais notre projet portait déjà dans un premier temps sur 3 ans. Or, dès 2021, les subventions n'ont pas été au rendez-vous. Nous en avons eu une, mais très faible, qui ne suffit pas même à faire fonctionner le recycling. Et aujourd'hui, nous n'avons absolument aucune visibilité sur ce dont on pourra disposer en 2022. Et donc, nous assurons d'une certaine façon un service public en éduquant la jeunesse et en apportant un complément aux écoles avec nos actions sur les pistes d'éducation routière. Et nous ne disposons pas des financements nécessaires, sauf sur, et je dois le souligner et remercier le maire de Dimbéa, qui a souhaité passer une convention avec l'association pour nous confier la gestion de la piste d'éducation routière de Dimbéa, en nous permettant d'avoir les moyens de le faire de façon efficace. D'accord. Et donc, si je comprends bien, à cause de ces subventions qui n'arrivent pas toujours, est-ce que certaines de vos activités sont directement menacées pour l'année 2022, l'année qui arrive? Elles pourraient être menacées. Nous n'avons aucune information. Alors, c'est toute la difficulté, c'est que chaque année, nous nous posons la question si nous aurons des subventions. Donc, nous prenons le risque, parce que nous voulons avancer, d'avoir dans nos équipes 2 permanents qui sont en contrat à durée indéterminée. Donc, comme toutes les associations, je pense, on est dans la même situation. Chaque année, on se demande si on va pouvoir aller au bout de l'année ou non, si on va pouvoir payer notre personnel. Bon, bien sûr, nous disposons de quelques soutiens. Là, nous sommes ravis parce que depuis lundi, nous venons d'accueillir, nous avons reçu l'an dernier l'agrément des services civiques, et nous venons d'accueillir 2 jeunes femmes qui nous rejoignent dans le cadre du service civique, qui est financé en grande partie par l'État, donc c'est très positif. Mais néanmoins, comme toujours, c'est compliqué. Alors, heureusement que nos actions, par ailleurs, nous permettent d'avancer, et puis que nous disposons aussi d'un petit réseau de bénévoles qui veut bien venir nous aider pour faire des choses aussi simples que de regonfler et de réparer les vélos pour les pistes. Ça paraît rien, mais c'est quelque chose d'important à faire, et nous avons besoin de personnes pour venir nous aider. Actuellement, et comme depuis quelques années, l'insécurité routière est vraiment une problématique de notre société. Je me demandais, la prévention routière, à quel degré, de quelle manière elle peut influer justement sur l'insécurité routière? Alors,
d'abord, je voudrais préciser que la prévention routière, l'association prévention routière, qui est quand même, qui a été créée il y a plus de 60 ans hein, sur le territoire, donc on est un ancien acteur de la sécurité routière, n'est qu'un acteur. Nous sommes un maillon de la chaîne de la sécurité routière, hein, la sécurité routière qui part donc de l'éducation, ce dont nous nous occupons, qui passe par la répression, qui en fait partie, qui passe par le travail sur les infrastructures. Je pense que quand vous parliez de milliards investis, c'était essentiellement dans les infrastructures, parce que je ne suis pas sûre qu'en termes de prévention, il y ait eu des milliards investis. Je souhaite le préciser, parce que l'argent ne coule pas à flot pour la prévention. Donc, et puis ensuite, de faire en sorte que l'accident ne soit pas trop dangereux, enfin trop, et des conséquences trop graves. Les secours font partie de toute la problématique. L'aide aux victimes, disons que la sécurité routière, c'est vraiment pluridisciplinaire. Nous ne sommes donc qu'un maillon de cette chaîne. Le responsable de cette chaîne, c'est le gouvernement. Donc, nous pouvons agir, et c'est important, auprès de la jeunesse, des personnes d'une manière générale, pour les sensibiliser. Donc, au niveau des petits, on est plus sur l'éducation en complément au programme scolaire, sur l'éducation au code de la route, aux règles de base de sécurité. Ensuite, quand on commence à travailler avec des adolescents, on est, et les adultes, on est sur d'autres problématiques, alcool, enfin, d'éviter l'alcool, le cannabis, un chantier très important de promouvoir l'utilisation de la ceinture de sécurité. Et puis dans les entreprises, des problématiques légèrement différentes, hein, le téléphone à la main, la vitesse, tout le panel. Et nous développons des ateliers pour différentes actions, la préparation de la voiture. D'accord. Est-ce que dans ces cas-là, je sais que vous travaillez plutôt en prévention, mais qu'est-ce que vous pensez par rapport à la répression? Est-ce qu'il faudrait la renforcer? Alors oui, il faut la renforcer. Et on a eu la chance hier de rencontrer le haut-commissaire parce que depuis, comme je vous disais, dimanche, on fait la tournée un peu de tous les acteurs, ou du moins les décideurs, et on a la chance d'avoir des rendez-vous et qu'on nous accepte de rencontrer un peu les différentes personnes. Donc le haut-commissaire, on en a parlé, et effectivement, il est tout à fait d'accord sur le fait que les contrôles doivent s'intensifier. Et ce que l'on a vu quand même jusqu'à présent, puisqu'il y a quand même beaucoup de contrôles, effectivement, par exemple le soir, le contrôle l'alcoolémie, le contrôle, et on lui a quand même précisé que le contrôle de la ceinture aussi était hyper important. Et ce qu'il a tout à fait accepté, et il comprend très bien, il est tout à fait d'accord. Et en plus, par rapport à ce contrôle intensifié, il y aura des sanctions aussi intensifiées. Donc ça c'est clair. C'est bête, c'est dommage d'en arriver à réprimander les gens. On a l'impression qu'on est en train de gronder des enfants, quoi. Mais c'est à peu près ça. Je voulais préciser sur la ceinture de sécurité aussi, c'est que l'obligation du port de ceinture de sécurité en Nouvelle-Calédonie, vous savez depuis quelle année ça existe? Alors, quand j'étais plus jeune, c'était à l'avant uniquement, donc je pense que la ceinture sur tout le véhicule, peut-être 2003. Alors, le port de la ceinture à l'avant était obligatoire à partir de 2001. D'accord, ok. Et le port de la ceinture devant et derrière, c'est depuis 2005. 2005, j'étais pas loin. Effectivement, vous étiez au milieu. Et je pense qu'effectivement, c'est un peu une problématique de culture, sans vouloir toujours faire référence à la métropole. N'empêche qu'en métropole, le port de la ceinture, ça fait déjà des années que... Oui. Et il est vrai que c'est un geste totalement automatique qui est fait par les conducteurs en métropole. Tout le monde a la ceinture. Et c'est pour ça que même le port de la ceinture à l'arrière, il y a beaucoup de personnes ici qui ne comprennent pas le sens. Ils le comprendront le jour où ils auront un accident. Et s'il y a un enfant qui est derrière, par exemple, ils comprendront ce qui se passe. Il y a des tas de films chocs qui existent actuellement sur la sécurité et la prévention routière. Est-ce que c'est vraiment efficace? J'en sais rien, mais il y a certains, effectivement, qui font réfléchir quand même, notamment sur le port de la ceinture. Pour compléter sur la répression et les contrôles,
On a quand même beaucoup de contrôles en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il ne faut pas, non plus négliger le fait qu'il y a énormément de contrôles qui sont faits. Les forces de l'ordre sont très présentes sur les axes principaux. Et d'ailleurs, on a pu constater ces dernières années que, alors qu'il fut un temps, il y avait énormément d'accidents, par exemple sur la RT1, sur les axes principaux, et les fins de semaine ou les fins de week-end, les types d'accidents ont évolué grâce à cette présence sur le bord des routes à des moments clés de l'année. Donc, des contrôles, il y en a. On peut toujours trouver une amélioration, et je pense que de toute façon, c'est une amélioration continue de l'efficacité de ces contrôles. Mais nous remercions les forces de l'ordre et ce qui est réalisé en matière de contrôle. Maintenant, c'est vrai qu'à 3 heures du matin, sur la côte Est, sur une petite route communale, on ne peut pas s'attendre à trouver un gendarme. C'est très difficile, et donc on a une densité. La Nouvelle-Calédonie est un territoire peu dense, et donc la prévention est primordiale, parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque conducteur. C'est absolument impossible. Bien entendu, le contrôle, ça fait partie de l'arsenal. C'est un aspect. Là où vraiment nous souhaitons une intensification, c'est une orientation aussi des contrôles sur ce port de la ceinture de sécurité, sur laquelle nous pensons vraiment, comme vous disiez, on peut dire c'est facile, il ne faut pas prendre l'alcool, il faut pas prendre le volant quand on a bu, faut pas. Alors, pour ne pas prendre le volant quand on a bu, il faut avoir préparé sa soirée en amont. Donc, ça fait partie des messages. Oui. Parce qu'une fois qu'on a commencé à boire, je crois qu'on ne se rend plus compte si on a la capacité ou non à conduire. Après, c'est très difficile pour un copain, un ami, d'arrêter la personne, de lui enlever ses clés. La personne peut s'énerver. Tout ça n'est pas simple. Donc, il faut l'avoir prévu en amont. Donc, c'est le message qu'on passe aussi quand on prévoit une soirée, on prévoit la musique, on prévoit à manger, on prévoit à boire. Et bien, on prévoit aussi comment on va rentrer. C'est très important, parce que si ça n'est pas prévu en amont, s'il n'y a pas une personne qui ne va pas boire, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si on ne prévoit pas de dormir sur place, ou qu'on n'a pas prévu un transporteur, et ben, on prend tous les risques que les personnes qui sont alcoolisés ne se rendent pas bien compte et prennent le volant et récupèrent leurs clés, et qu'on n'arrive pas à les arrêter. Alors, on doit tous essayer de les arrêter, mais on est conscient que ce n'est pas facile. Donc, la problématique de l'alcool est compliquée. Par contre, boucler sa ceinture, ça, c'est simple. Ouais. Et ça, franchement, si on gagne cette bataille de la ceinture, on obtiendra des résultats. Et on sortira de ce paradigme que l'insécurité routière en Nouvelle-Calédonie, c'est une fatalité. C'est pas vrai. On peut améliorer les choses, c'est très important.